Donc pour co-animer cette table ronde, donc j'ai proposé à Gaby Dolf de venir auprès de moi. Pour introduire cette table ronde, je vais rapidement présenter les intervenants et les contributeurs qui ont proposé justement un sujet à vous présenter pour cette table ronde musée et droits culturels, et notamment quelle prise en compte finalement des droits culturels, des apports théoriques de la Convention de Faro pouvaient être faits aujourd'hui par les professionnels de musée dans leurs actions, dans leurs projets, comment le monde des musées s'est approprié ou non ces notions, les met-il en œuvre sans les nommer? C'est aussi un questionnement que nous pourrons nous poser, et potentiellement en s'inspirant d'autres textes de référence. Nous avons parlé largement de la place du code de déontologie ce matin, mais également d'autres courants comme l'écomuséologie ou d'autres aussi cultures professionnelles qui peuvent être inspirantes. Nous interroger bien sûr sur les aspects positifs, les limites aussi, les questionnements auxquels cela nous amène en tant que professionnels, et également par rapport aux compétences qui sont les nôtres. Est-ce que ce changement de paradigme nous amène à intégrer d'autres approches et à nous amène à faire un pas de côté parfois? L'un des sujets aussi sera de se poser très concrètement la question de comment cette approche s'est développée ou pas à un niveau stratégique. Est-ce qu'elle est portée par certains métiers au musée, lesquels, ou plus largement elle peut-elle être incluse dans le projet d'établissement patrimonial? Alors pour engager la discussion, donc je vais vous présenter nos intervenants. Alors Gaby, on ne la présente plus puisqu'elle vous a livré déjà son expérience. Elle nous permettra aussi d'avoir une approche comparative entre notre cadre muséal français et puis son expérience à Berlin, en Europe et plus largement. Ensuite, nous avons Kelly-Giane Coteau, qui est directeur du Port Musée de Douarnenez, qui est également président de Bretagne Musée, qui donc va venir nous présenter une expérience intitulée Marin à l'encre. Ensuite, Simon Gaucher, qui est artiste, metteur en scène, qui est à l'initiative d'une... alors je ne sais pas si c'est une compagnie, un projet, en tout cas de l'école parallèle imaginaire à Rennes, et qui a proposé, développé et mis en œuvre une initiative très originale et qui, on verra si elle a été appropriée et par qui s'intitule le Musée Recopié, dont l'origine est le Musée des Beaux-Arts de Rennes. Ensuite, nous avons le musée alsacien, je reprends votre nom pour ne pas l'écorcher, Candice, je ne retrouve plus votre nom. Rue de Quimper, voilà, pardon, excusez-moi. Vous venez tout juste d'arriver au musée alsacien et vous venez un peu à brûle-pourpoint remplacer la directrice du musée alsacien, Marie Potcher, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, pour nous présenter là aussi un projet contributif et participatif que le musée alsacien est en train de mener, une expérience qui s'appelle Babel Stube. Ensuite, Léna Boisert-Lecotte, doctorante en sciences de gestion à l'Université de Nantes, et vous êtes actuellement en convention CIFRE avec la région Bretagne. La Bretagne est votre terrain de recherche et vous auscultez en quelque sorte les droits culturels sur ce terrain de la Bretagne, pas spécifiquement sur les musées, sur les droits culturels au sens large. Et enfin, on voyage un petit peu, donc en Normandie, Mathilde Schneider, vous travaillez pour les musées de la métropole Rouen-Normandie, notamment pour le musée des Antiquités et Muséum d'Histoire naturelle, où vous êtes arrivée également très récemment, depuis octobre 2018. Vous êtes directrice des musées Beauvoisine et vous pilotez à la fois un projet de fusion des musées et de rénovation et extension de ce pôle muséal avec un
questionnement sur on va dire, le positionnement stratégique du questionnement sur les droits culturels. Alors pour ouvrir peut-être les échanges entre nous, je vais commencer on va dire du plus général au plus particulier. Peut-être je vais demander à Léna de nous peut-être camper la situation par rapport à son terrain de recherche et de nous dire ce que vous avez pu observer et quels sont vos questionnements par rapport aux droits culturels, notamment en Bretagne. Donc tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Alors la loi NOTRe a été adoptée en 2015 et depuis, petit à petit, les politiques, la société civile s'en saisit. Alors ça prend du temps parce que cela a été dit tout à l'heure par Patrice Meyer-Bisch, les droits culturels sont encore très méconnus en France et donc il y a ce temps de la diffusion, ce temps du processus d'appropriation des droits culturels. Et dans ce processus, finalement, on voit qu'il y a deux grandes questions qui sont récurrentes, deux grands cas. La question, finalement, qu'est-ce que les droits culturels viennent confirmer de l'existant? Comment ils viennent mettre des mots, offrir des grilles d'analyse pour valoriser ce qu'on fait, ce qui se fait déjà, voire parfois valoriser des pratiques qui étaient jusqu'alors marginales. Et puis se pose aussi, évidemment, la question de ce que les droits culturels viennent transformer des politiques et des pratiques. Donc confirmation de l'existant, transformation de l'existant, voilà, c'est beaucoup de questions, surtout quand, pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, l'une des premières réactions, c'est finalement, des droits culturels, on en fait sans le savoir. Donc comment on creuse cette question-là ? Et dans ces réflexions, dans ce que j'observe de ce qui est dit des droits culturels et en particulier de ce qui pourrait être qualifié d'indicateur, de signal, signal positif, on va dire, de mise en œuvre des droits culturels, il y a trois éléments que je vais mettre ici un peu en pâture. Le premier élément, c'est celui de la relation et notamment des relations interpersonnelles. Alors évidemment parce que les droits culturels nous parlent de relations d'égalité et de réciprocité entre des personnes qui sont libres et dignes, mais de façon un peu plus concrète, l'une des questions qui se pose, c'est comment on passe de faire pour des publics à faire avec des personnes porteuses d'identité, porteuses de culture, de capacité, de savoir. Et donc, on va aussi se poser la question de l'accompagnement de ces personnes dans leur propre parcours. Et puis, souvent, ce qui revient aussi, c'est le fait de chercher à tisser des relations entre les personnes autour des œuvres ou en interaction avec les œuvres, les collections, les patrimoines. Donc, finalement, c'est peut-être l'idée de la structure en tant que, ou de l'organisation du musée, ici, en tant que lieu de vie. Alors ces enjeux autour de la relation prennent corps autour d'éléments parfois très concrets qui sont soulevés autour des conditions nécessaires à ce que s'élaborent en fait ces relations entre les personnes. Et là, on arrive parfois à des éléments comme la question du temps, la nécessité de travailler sur du temps plus long, parfois sur des échelles plus réduites, ou aussi de réussir à gérer l'imprévisible, puisqu'à partir du moment où on travaille réellement avec des personnes, on ne sait pas nécessairement au début ce qui va se produire, ce qui peut poser parfois des questions, notamment dans toutes les recherches de financement des projets. Ça peut poser aussi des questions en termes d'évaluation, où il y a beaucoup de choses de dites autour de passer à des évaluations plus qualitatives, où on va chercher des outils, des façons de percevoir un peu plus ce qui se joue d'humain dans les expériences. Alors, cette question de la relation présente dans la concrétisation peut présenter un risque aussi, c'est celui de limiter l'enjeu des droits culturels à la question de la participation des publics.
ou de limiter la question des droits culturels au service des publics dans les structures, et finalement la difficulté à faire remonter ces enjeux des droits culturels à des niveaux plus stratégiques ou à des questions de gouvernance. Puisque cela a été dit amplement ce matin, les droits culturels positionnent donc le musée comme un commun, et donc se pose la question de la communauté muséale. Qui fait partie de cette communauté muséale? Alors évidemment, il y a les scientifiques, les professionnels et toute une grande diversité de métiers, les bénévoles, les personnes qui visitent, les artistes, les entreprises, etc. Mais au-delà de ça, il y a également une grande diversité de façons de participer à la vie culturelle, donc à la vie du musée. Donc, se pose à la fois la question comment on construit du commun en valorisant les savoirs, les savoir-faire, les singularités de chacun, que ce ne soit pas une grande dilution, mais au contraire comment on s'appuie sur les savoirs et les savoir-faire de chacun. Et puis, se pose aussi la question des interactions, parce que c'est une chose de faire de la place à chacun, mais il ne suffit pas de coexister, d'être les uns à côté des autres. L'enjeu des droits culturels et se trouve dans l'interaction, dans la confrontation de points de vue, dans cette production d'un commun, et qui permet à chacun de ne pas être seulement dans une expression de soi, mais de développer ses savoirs et ses capacités. Alors très concrètement, cette question des gouvernances est soulevée. Pourquoi j'en parle? Parce que on voit quand même une émergence de nouveaux modes d'organisation. Alors plus collégial, plus coopératif, plus collaboratif. Alors pas forcément dans le champ muséal, mais on voit que se pose la question des SCOP, des SCIC, enfin toutes les sociétés coopératives. Et puis, au niveau des politiques publiques, se pose également la question de la façon dont on construit les politiques publiques, comment on les co-construit, notamment à un moment où les droits culturels réinterrogent la notion de ce qu'est un acteur culturel, avec qui on co-construit les politiques publiques. Ça pose aussi, on y reviendra sûrement tout à l'heure, la question de la liberté réelle de participer. Alors ça a été évoqué aussi tout à l'heure, mais il ne suffit pas de le décréter. Et souvent, la mise en œuvre des droits culturels nécessite un travail sur les conditions pour que les personnes soient réellement libres de participer. Donc, par exemple, l'accès à l'information. Et puis le troisième élément qui revient de façon très régulière, c'est celui du territoire. L'inscription territoriale d'une structure, pour reprendre les termes. Donc, c'est la question de où est-ce qu'on se trouve, quelle est l'histoire de ce territoire, quels sont les acteurs en présence, quelles sont les ressources en présence, les communautés, comment on travaille à partir de ces lignes de force et ces particularités du territoire. C'est des questions qui vont pouvoir prendre corps en termes notamment de traitement de la diversité culturelle dans les organisations. Par exemple, dans un musée de société, comment on est représentatif de la diversité culturelle du territoire dont il est question. Cette question du territoire, elle est aussi présente dans l'enjeu de réciprocité. C'est-à-dire comment le musée est une ressource pour les personnes en termes d'accès au savoir, mais aussi pour qu'ils puissent eux-mêmes, à leur tour, développer leur savoir, peut-être même développer leurs propres projets à partir des ressources du musée. Mais inversement, et c'est sans doute là un des plus grands enjeux des droits culturels, comment le musée apprend des personnes qui sont sur son territoire. L'exemple a été donné tout à l'heure. Comment travailler avec les personnes permet d'encore mieux décoder des œuvres ou avoir accès à une multiplicité d'interprétations possibles, et comment on enrichit finalement les connaissances communes sur ces collections.
Donc voilà, nous sommes à 3 échelles, celle de la relation interpersonnelle, celle plutôt de l'écosystème interne au musée, l'échelle infra-organisationnelle, et puis l'échelle inter-organisationnelle. Donc en quelque sorte, on est sur les droits culturels en tant qu'être aux autres, manière d'agir et en tant que sujet. Alors, je trouve quand on se penche sur tous ces éléments-là, tout semble conduire à une forme de remise en question des centralités de pouvoir, de savoir. Et pour conclure, je reprendrai une image qui a été, je crois, évoquée dans un entretien par Philippe Théier, qui est professeur en sciences politiques, et qui disait que pour lui, le changement de paradigme que représentaient les droits culturels, c'était passer du jardin à la française au jardin à l'anglaise, avec quelque chose de beaucoup plus buissonnant et peut-être un peu moins ordonné. Donc je vous partage ça avec cette question de l'écosystème culturel dans lequel s'inscrit l'écomusée et en même temps l'écosystème dont il est porteur lui-même. Merci Léna. Ça me permet de faire cette image, peut-être une interpellation directe de Mathilde Schneider par rapport au projet de Rouen, puisqu'on sait qu'un projet de création, de rénovation muséale, c'est souvent une organisation assez précise, qui nous est aussi demandé par le ministère de la Culture, le Code du patrimoine, un PSC, un programme, une consultation scénographique. Du coup, avec ce cadre qui nous est imposé, comment vous envisagez dans le projet que vous menez à Rouen de travailler peut-être sur une nouvelle manière de faire et peut-être une forme aussi assez innovante où en tout cas on a assez peu d'exemples. Donc on est très curieux de connaître l'état de votre réflexion et comment vous allez y aller, sachant que vos élus vous ont peut-être déjà demandé aussi une livraison, c'est-à-dire un délai d'ouverture, et comment c'est compatible tout cela avec cette question de l'incertitude. De l'incertitude et en effet que va-t-il sortir de la concertation. Alors tout d'abord, j'aimerais dire que je ne suis ici qu'à titre, certes, de directrice des musées, mais surtout comme face émergée d'un gros iceberg, puisque je ne suis évidemment pas toute seule à travailler sur ce projet, et notamment sur le volet de la concertation. Frédéric Horn, qui est coordinatrice des projets du plan pluriannuel d'investissement de la Réunion des musées métropolitains de Rouen, est dans la salle, et dont je salue le travail, parce qu'elle a beaucoup travaillé d'ores et déjà sur le programme scientifique et culturel, avec un volet de concertation donc très important. En lien et en parallèle de l'élaboration même du musée. Donc ce travail en amont a permis de circonscrire finalement l'étendue de la concertation. Alors je ne sais pas si je réponds à votre question ou si j'en profite pour vous parler un petit peu du projet. Dites-moi quel est le timing. Alors ça va aller très très vite parce que j'avais beaucoup de choses à vous montrer, puis en fait on a très peu de temps. Toujours est-il que notre présence ici, qui encore une fois est une présence que je tiens à présenter comme vraiment collégiale, c'est-à-dire que je ne suis ici qu'un porte-parole, vient du fait qu'il y a quelques mois, et donc suite malgré tout à un travail qui est amorcé depuis plus de 2 ans, la notion des droits culturels a surgi dans notre paysage de travail. Et c'est de cette surprise et donc de cette absence en amont qu'a découlé ma proposition à Céline de participer aujourd'hui, en se disant mais comment cette situation a-t-elle pu arriver alors que plein de collègues travaillent sur ce projet Beauvoisine depuis 2 ans, qu'ils ont sillonné la France, qu'ils ont rencontré énormément de collègues dans d'autres musées. Comment n'avons-nous jamais croisé la question des droits culturels jusque-là? Alors, pour vous présenter un tout petit peu le projet, parce que si on est là aussi aujourd'hui, c'est parce que le concept du projet Beauvoisine me semble pourtant répondre, et vous allez me dire si on est sur le bon chemin ou pas, dans plein de dimensions à cette attente que suscitent les droits culturels. Donc,
et cette dimension des droits culturels à l'échelle d'un musée, et d'un futur musée qui lui-même en réunit deux, puisque l'intérêt de ce projet Beauvoisine, c'est de réunir deux musées qui sont déjà côte à côte, le musée des Antiquités, donc avec des collections d'archéologie et d'objets de beaux-arts, et un muséum d'histoire naturelle, donc avec des collections de naturalia et d'ethnographie également. Donc un enjeu transdisciplinaire que l'on souhaite vraiment élargir et pour lequel on souhaite mixer réellement les collections et pas simplement les superposer, donc enrichir le propos et la présentation. Par exemple, quand vous parliez tout à l'heure, vous mentionniez la notion de matière, cette approche matérielle de l'œuvre est pour nous, je crois, la porte d'entrée principale, c'est-à-dire qu'un très bel ivoire du XIVe siècle, c'est avant tout une matière, et donc elle en découle un réseau d'approvisionnement, une histoire donc aussi du collectionnisme, mais aussi la matière en tant que telle, et donc à quel point la forme peut être contrainte par la matière et que l'artiste n'est pas complètement libre de ses choix, par exemple. Pour ne vous donner qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc, musée des Antiquités, collection d'intérêt national, notamment pour les collections médiévales, muséum d'histoire naturelle avec déjà auparavant des actions qui s'étaient inscrites dans le... alors pas officiellement, parce que c'est pour ça que cette intervention portait sur des droits culturels qui ne disent pas leur nom, parce que les vocables utilisés par la législation des droits culturels n'apparaissent pas dans l'historique de ces deux musées, alors que le muséum notamment avait d'ores et déjà mis le doigt dans l'engrenage en invitant des membres de communautés autochtones pour réorganiser sa collection d'ethnographie, notamment en leur laissant libre choix au sein des collections ethnographiques pour préparer des vitrines. Voilà, alors évidemment, l'enjeu, c'est que ces musées sont, si je stigmatise un petit peu poussiéreux actuellement et qu'on aimerait rénover, ces musées pour n'en faire donc qu'un seul et répondre à des questions qui sont celles de tout à chacun aujourd'hui concernant l'urgence climatique, la biodiversité et les patrimoines en péril pour des raisons à la fois environnementales mais aussi politiques, notamment en terrain de conflit. Donc, faire renaître Beauvoisine, qui est un quartier qui en plus a une histoire très intéressante d'un point de vue de la pédagogie et de l'histoire des sciences notamment, donc avec une approche transdisciplinaire, un musée responsabilisant vraiment vis-à-vis du visiteur, et donc cet enjeu de responsabilisation selon nous, ne sera atteint qu'en incluant à la fois les problématiques pour connaître aujourd'hui à quels enjeux nos concitoyens sont confrontés, et donc de les inclure dans la démarche globale de la conception et réalisation du musée. Et une fois le musée rouvert, en continuer ce point de convergence, ce carrefour, en ouvrant, donc en créant un musée ouvert. Alors vous voyez ici la notion d'hyperlieu. Jusqu'à il y a quelques jours, quelques semaines, on utilisait la notion de tiers-lieu, mais qui en fait est très peu connue même de notre milieu muséal. Oui, même à Frame, même avec des collègues américains, la notion de third place, qui pourtant est d'origine américaine, n'est pas si comprise par le milieu muséal. Voilà, donc des questions de terminologie aussi auxquelles nous sommes confrontés, et donc ce volet de participation citoyenne qui est au cœur du projet et que nous ne menons pas seuls, puisque vous le verrez dans quelques instants, nous sommes entourés et nous collaborons intrinsèquement avec des services, notamment de la métropole, puisque nous avons la chance d'être intégrés à une structure déjà institutionnelle bien plus large que la nôtre, et puis évidemment un réseau de partenaires qui en partie reste encore à construire. Voilà. Et donc, sur la notion des droits culturels qui n'apparaissait pas dans le PSC jusque-là, de fait, je me suis posé un petit peu la question, comme tout à chacun, de musée et droits culturels, comment a-t-on pu passer à côté? En même temps, même sur Réseau Culture 21, la notion des musées, vous voyez, quand on fait une recherche, apparaît seulement dans 3 entrées. Quand vous tapez musée droit culturel sur Google, autant musée champ social, ça sort très bien, mais musée droit culturel, il y a nous aujourd'hui, et c'est à peu près tout. Donc c'est quand même très parlant, je trouve. Et puis, une fois
après avoir lu donc, les textes fondamentaux de cette notion de droit culturel, j'étais à la fois très enthousiasmée par ces textes et cette philosophie, et en même temps un peu désarçonnée par la mise en application. Et donc j'ai fait un exercice certes un peu scolaire, mais qui à la fois en tout cas moi m'a aidé et je pense pourra nous servir pour la suite, qui était, puisque le réseau Culture 21 a eu la gentillesse de décliner les articles avec des questionnements très précis et très concrets, de faire le jeu de où on en est, est-ce qu'on remplit cette case-là ou pas, étant donné que, évidemment, une case remplie peut nous paraître remplie par nous et pas par d'autres professionnels du domaine, et peut-être encore moins par d'autres publics, visiteurs et non-visiteurs. Mon premier questionnement sur pourquoi les musées ont-ils, semble-t-il, une difficulté à s'approprier cette notion et ce vocabulaire aussi des droits culturels, c'est peut-être parce que lorsque j'ai lu les premiers points, il m'a semblé que finalement c'était la mission même des musées et qu'on n'avait pas attendu les droits culturels pour permettre l'accès à des ressources patrimoniales, l'accès physique à ces collections, par exemple, les codes linguistiques ou la dimension historique des collections est prise en compte. C'est le cœur même des musées, en tout cas du XXIe siècle, avec des actions de médiation, etc. Le muséum, vous le voyez, avait le label, a toujours le label Tourisme Handicap, etc. Donc peut-être que ces évidences, finalement, nous ont un peu éloignés du sujet parce qu'on ne se sentait pas trop concernés, vu que, pour certains d'entre nous, on répondait déjà à ces exigences. Ensuite, connaître et voir respecter sa propre culture, valoriser la diversité culturelle, vous le voyez sur les images. La galerie d'ethnographie que je mentionnais tout à l'heure a été conçue en lien par le précédent directeur du muséum, en lien avec des communautés autochtones auxquelles toutes les collections de chaque aire géographique leur ont été présentées pour qu'ils construisent eux-mêmes leurs propos et aussi la muséographie, puisque Sébastien Minchin avait invité certains artistes à réaliser les vitrines. Et des expositions qui font la part belle à des communautés culturelles. Je pense notamment à l'exposition Savants et Croyants qui a eu lieu au Musée des Antiquités l'été dernier, qui s'intéressait au patrimoine et à l'héritage des Juifs d'Europe du Nord pendant la période médiévale et qui a été un grand succès. Le croisement des savoirs sur les personnes et disciplines, le fait même d'être 2 musées au sein d'une réunion de musées métropolitains qui comprend 8 musées avec des typologies très différentes, puisqu'il y a un musée de beaux-arts, un musée de la ferronnerie, un musée de la céramique, 2 musées sur le patrimoine industriel, le muséum d'histoire naturelle et le musée des antiquités également, et un musée d'histoire littéraire. Donc le fait même de travailler ensemble au sein de cette réunion des musées métropolitains induit nécessairement une transdisciplinarité. Est-elle suffisante ? Je ne sais pas. On cherche toujours à l'accroître en travaillant aussi avec des contributeurs extérieurs. Mais en tout cas, elle fait partie de la philosophie même des musées à Rouen désormais. Et puis ensuite, ce qui m'a interrogée, c'est donc la notion de critères, parce que ce n'est pas parce que moi j'avais l'impression de cocher la ligne que certains d'entre vous, par exemple, estimeront que nous aurons fait assez. Je vous donne un exemple très simple. Les musées de Rouen, de la métropole, sont gratuits depuis le 1er janvier 2016. En soi, c'est un pas, pour les élus, ça a été un pas important. C'est un pas coûteux et c'est un pas que nous continuons de faire en ce sens que nous ne sommes pas revenus sur cette question de l'entrée gratuite aux collections permanentes et donc des entrées payantes uniquement pour des expositions temporaires avec des prêts extérieurs. Est-ce que cela suffit à cocher le critère diminution des discriminations ? On a forcément allégé le poids financier que constitue le droit d'entrée pour une personne qui serait intéressée par le musée, mais on sait pour autant qu'on n'a pas fait sauter le plafond de verre qui rend réticent ou timide un certain nombre de non-publics à franchir la porte des musées. Donc est-ce que ça suffit ? Un autre exemple, la Chambre des visiteurs, qui est un dispositif annuel désormais pour la 3e année, où les musées de la Réunion des musées métropolitains proposent des objets, une centaine d'objets qui sont actuellement en réserve et les proposent en vote aux internautes et aux visiteurs, puisqu'il y a aussi des bornes pour que les visiteurs des musées, et tout à chacun, puisque donc l'entrée est gratuite, puissent venir voter pour des œuvres, et nous exposons ensuite pendant 6 mois les 20 primés
les 20 premiers objets primés lors de cette chambre des visiteurs. Bon. Dans le milieu muséal, c'est un cas assez original, ça a été peu fait pour d'autres musées. Je sais par ailleurs qu'on nous a taxé de concertation alibi parce que, certes, c'est un choix, c'est une mise au vote, c'est assez sympathique, c'est un peu concertatif, mais finalement, on n'abolit quand même pas les murs et les frontières entre le monde des visiteurs et des non-visiteurs et également le monde des musées et encore plus au sein des musées, le monde des réserves. Alors, est-ce que cela suffit ? Je ne sais pas, à vous de me le dire. Ensuite, se référer ou non à une communauté culturelle. Je pense que de toute façon, nous sommes toutes à chacun inscrits dans une communauté culturelle et des communautés culturelles imbriquées les unes dans les autres. Nous essayons d'élargir le panel. Vous le revoyez encore en bas, et même aussi en haut de la slide, avec des membres de communautés autochtones Wayani, en l'occurrence, invités au muséum. Est-ce que cela suffit à se dire qu'on a aboli des frontières culturelles? Je ne sais pas, parce qu'ils sont venus et sitôt repartis, le cadre traditionnel du musée et académique est revenu s'imposer dans le climat de visite. Des pratiques parfois aussi complexes à mettre en place, et donc là je vais répondre davantage à votre question, Céline, sur mais qu'est-ce qu'on met à la concertation, quels sont les invariants? Alors pour l'instant, nous, nos invariants, c'est ce sera un musée, ce ne sera pas un stade de sport, ce ne sera pas une piscine municipale, mais peut-être que dans nos ateliers de concertation, puisqu'il y a à la fois une grande enquête en cours, donc avec des questionnaires physiques et en ligne, des ateliers de concertation qui sont menés par un prestataire de communication et auxquels nos programmistes vont participer, donc à la fois programmiste architecture, muséographie et paysagiste, puisque nous avons aussi un volant sur l'aménagement du square extérieur. Donc ces professionnels participeront en tant qu'experts à ces tables rondes, à ces focus group, ces ateliers d'innovation, comme on les a appelés, pour qu'ils soient à la fois en prise directe avec les attentes du public, mais comment vont-ils pouvoir intégrer les demandes, les propositions des groupes que nous aurons constitués. Ça reste à voir. Peut-être que la notion de musée sera battue en brèche. Comme autre invariant, nous avions au départ le fait que le programme scientifique des collections était, en première étape, rédigé par à la fois les référents de collection du musée, mais également par des contributeurs extérieurs, puisque nous sommes accompagnés par un comité de personnalités qualifiées. C'était un invariant de départ que j'ai un peu remis en cause à mon arrivée parce qu'il m'a semblé, au vu du programme scientifique qui était en train de s'élaborer, qu'au sein de ce programme, on pouvait aménager des niches de concertation et donc mettre aussi une partie du parcours de visite en jeu auprès d'un public, des publics, mais encore une fois, la question évidemment du choix de ces partenaires extérieurs est tout à fait déterminant. Alors, je termine très rapidement. On ne va pas énumérer tous les points, juste pour vous montrer donc, que les partenariats sont absolument indispensables, ne serait-ce parce qu'on est trop petit comme équipe pour porter cela tout seul. Donc on a eu plusieurs moments, et on en aura plusieurs moments de concertation qui sont donc coordonnés avec le service citoyenneté, participation citoyenne de la métropole, également le service du PLI, donc pour l'insertion professionnelle, l'atelier de la COP21, puisque Rouen a créé un atelier de la COP21 spécifique, et puis également nos collègues, dont l'une est parmi nous aujourd'hui, du label Ville-Pays d'Art et d'Histoire, qui font partie intégrante à la fois de nos collègues de travail et de ce travail collégial, mais aussi qui font partie intégrante du projet et du musée en tant que tel. Voilà, un tout petit peu pour vous donner une idée des partenaires évidents, puisque nous faisons partie d'une même entité institutionnelle. Les différents services de la métropole avec lesquels nous collaborons, également évidemment les sociétés d'amis, et reste à construire ensemble la cartographie précise des partenaires, notamment du milieu associatif, pour que nous travaillions avec des personnes relais. Voilà, juste une petite mention des droits complémentaires, puisque le droit, alors, est-ce qu'un musée permet la liberté d'expression ? C'est une bonne question lorsqu'on est dans un grand projet de concertation qui s'étale sur 6 ans.
on estime, nous, qu'on donne la liberté d'expression, mais est-ce un réel droit? Le droit au travail, parce qu'en effet, c'est ce principe d'inclusion et de concertation induit aussi en interne une évolution des pratiques professionnelles. Moi, c'est un dossier qui me concerne tous les jours, 90% de mon temps, sur l'évolution du management, et les équipes sont pas forcément prêtes aussi à accepter ces évolutions et ces changements, mais je sais que des collègues autour de la table donneront des exemples très précis de cela, mais on est confronté au quotidien. Et puis une petite mention que le droit à l'alimentation peut aussi être une question mise en jeu au musée, puisque des expositions notamment comme Hungry Planet qui avait été exposée au muséum avait aidé, enfin en tout cas avait pour enjeu de donner aux visiteurs des clés pour mieux s'alimenter, et que c'est un des enjeux du futur musée en tant que musée responsabilisant ses visiteurs. Voilà, je vous passe les partenaires économiques. Ouais, merci Mathilde pour cette présentation et effectivement cette prise de hauteur sur une réflexion pour le coup au niveau stratégique pour le musée. Je voudrais, puisqu'on a commencé à parler des personnes et des questions de concertation, peut-être faire le lien rapidement avec le port-musée de Douarnenez et laisser la parole à Kelly Kian-Koto pour justement alors faire un focus là sur un projet beaucoup plus spécifique et nous expliquer comment dans un musée, alors qu'on peut peut-être mettre dans une catégorie effectivement de musée de société, comment vous avez emmené dans ce projet, comment ce projet est né déjà, est-ce que c'est un projet du musée ou est-ce que c'est un projet d'autres personnes, et comment vous l'analysez aujourd'hui par le prisme du questionnement qui est le nôtre. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire une description un peu de ce projet qui est une expérience d'autocollectage par une communauté sur des aspects méconnus en fait de son passé. Un petit mot sur le lieu où ça se passe. Ça se passe à Douarnenez. Douarnenez, c'est une ville à l'extrême ouest de la Bretagne, une ville très maritime, dans une région très maritime. Une ville maritime avec une position exceptionnelle en fait de ce point de vue, et qui explique en large partie ces aspects. Un mot, au début du XXe siècle, la population de Douarnenez, c'est 20 000 habitants, il y avait 4 000 marins, 800 bateaux de pêche, pour des pêches qui sont à la fois des pêches côtières et des pêches lointaines. Pardon. Des pêches plus lointaines en fait qui amènent les douarnenistes à traquer le thon et la langouste en fait sur toutes les mers du monde. Moi, je suis directeur d'une institution qui s'appelle le Port-Musée de Douarnenez, qui est une institution muséale qui est portée actuellement par cette communauté maritime, puisque c'est un musée municipal, et qui est un musée à la fois à vocation universaliste, mais qui s'interroge en fait sur le rapport des sociétés à la mer, et qui, justement, s'interroge aussi sur ce territoire en particulier. Donc, le projet Marin à l'encre, en fait, c'est un projet qui est né au départ au musée, à partir de collections qui étaient, pour nous, un peu difficiles à appréhender. La première, c'était un lot d'archives de l'école de pêche, une école de pêche en fait qui s'est déroulée à Douarnenez de 1901 aux années 2000, qui a été à la fois une école de formation, une école d'application pour des marins confirmés, et puis une école de formation initiale aussi à partir des années 50. Et cette école de pêche, en fait, a eu un impact très très fort sur les communautés de marins. Mais sur ces communautés de marins lorsqu'elles étaient à terre. Et les marins sont souvent des personnalités assez taiseuses, et notamment sur ces aspects de vie maritime à terre. Donc on avait au départ déjà ce premier lot qui nous interrogeait. Et puis on a reçu en fait en don, à un moment donné, des peintures, un lot de peintures qui constituait une série. Et je me suis rapproché en fait des donateurs pour connaître l'histoire en fait de cette série, et il s'est avéré que c'était un décor de café. Il s'avérait que c'était un décor de café réalisé par un artiste parisien descendu à Douarnenez en villégiature, et qui a payé sa soupente en fait de cette façon. En interrogeant les donateurs, j'avais en face de moi à la fois un homme et sa femme, qui étaient tous deux âgés à l'époque de 80 ans, et qui était l'homme en question était le fils en fait des tenanciers de ce café.
Et ils ont évoqué tous les deux, de manière complètement différente, la présence des bistrots à Douarnenez. L'un avec un souvenir très positif, en m'expliquant qu'il y en avait partout et que c'était formidable, il y avait une vie extraordinaire. Et sa femme qui, elle, me racontait sa première venue à Douarnenez, en découvrant ce monde-là, et ayant un sentiment très vif. Elle m'a raconté qu'elle avait failli repartir immédiatement dans sa Normandie natale. Et je me suis dit que là, il y avait une histoire de mémoire disputée, qu'il fallait creuser un petit peu plus loin dans cette histoire. Et parallèlement, il se trouve que juste à la même époque, une jeune chercheuse qui est dans la salle, Anaëlle, avait fait une découverte aux archives municipales d'un registre des débits de boissons de Douarnenez qui datait de 1956 et qui recensait 265 bars cette année-là dans cette ville de Douarnenez. Il s'agissait donc d'un fait culturel, social majeur qui aujourd'hui n'avait plus aucune réalité, puisqu'aujourd'hui on a une trentaine de bars à peu près, et que là il y avait véritablement quelque chose d'enfoui ou quelque chose à décortiquer. Avec le temps, on a découvert qu'en 1920, dans les années 20, on a eu jusqu'à près de 400 cafés. Donc imaginez-vous, ça fait un café pour 50 habitants, à peu près. Donc là, ça nous a beaucoup interrogés, et on a commencé donc à creuser avec d'anciens marins, qui ont commencé à nous parler en fait de cette histoire des bistrots, des marins, comme lieu important pour eux, pour leurs équipages, pour leurs armements, pour leurs embarquements. Et il y a une deuxième fait qui apparaissait, c'est que ces cafés étaient tenus par des femmes uniquement, des bistrotières. Donc là, on touchait du doigt quelque chose dont on n'avait absolument pas conscience, y compris aujourd'hui dans la communauté actuelle de cette ville. Donc vous avez quelques images ici de ces bistrots. Alors, ça fait quelques années que nous, on travaille sur ces notions de muséologie inclusive au sein du port musée. On a plusieurs expériences en ce domaine. Et donc, fort de cette expérience déjà un petit peu acquise, on s'est lancé dans un projet ambitieux, cette fois, enfin plus ambitieux encore, qui a consisté à vouloir mobiliser autour de nous des enquêteurs, des bénévoles, pour retrouver l'histoire à la fois de cette école de pêche et à la fois de ces bistrots, et en fait de retracer finalement ce qui a été la vie des marins lorsqu'ils étaient à terre. On a déposé un projet, on a travaillé d'abord avec un collectif d'associations, on s'est fait relayer par un collectif d'associations parce que ça nous apparaissait extrêmement important de pouvoir avoir des relais dans la communauté. Et cette association qui s'appelle Emgleobro Douarnenez, qui est une association, un collectif d'associations à visée culturelle, plutôt axé d'habitude sur la culture bretonne, mais pas que, et sur des aspects très contemporains, hein, cinéma, théâtre, voilà, etc. Cette association, on a travaillé ensemble et on a monté ce projet qu'on a déposé dans le cadre de l'appel d'offres du Conseil régional Héritage Littoraux, où on a été retenu sur le volet innovant. Et c'est ainsi qu'est née cette expérience qui s'est concrétisée en fait par l'agglomération autour de ce projet de plusieurs dizaines de bénévoles, avec un aspect très transgénérationnel très affirmé. Vous voyez sur la photo, on a des anciens, mais on a beaucoup de jeunes aussi. Ça a été une des forces de ce projet-là. Et d'avoir mobilisé en fait ces groupes de personnes qui sont allés à la recherche de leurs voisins, de leurs parents, de leurs amis, de leurs connaissances, pour se lancer dans ce projet d'enquête. Et ce projet d'enquête, nous l'avons accompagné, tout d'abord, en formant ces bénévoles, en les encadrant par l'intervention d'universitaires spécialisés en ethnologie, par l'intervention de spécialistes en preneurs d'images, preneurs de son, qui, au cours de sessions régulières au début, on a eu trois journées organisées le week-end là-dessus, sont allés expliquer à ces bénévoles la démarche, les outils, les écueils éventuels sur lesquels ils pouvaient buter, et ont participé en fait à une formation de ce groupe qui ensuite est allé sur le terrain. Donc c'est un type de recherche qu'on appelle type recherche-action. Les compétences des bénévoles ont aussi été mises à profit, puisque la plupart des bénévoles
on avait quelques retraités, mais beaucoup de bénévoles sont aussi des jeunes actifs, présents dans les milieux, par exemple, de la vidéo ou du journalisme, etc. Donc on a mis à profit aussi ces compétences avec des transferts de compétences de bénévole à bénévole et également des échanges réguliers avec l'équipe du musée. Donc vous voyez là l'interview d'une bistrotière qui se fait à son domicile avec une enquêteuse qui a été formée par les ethnologues et puis Kenan qui est vidéaste. Le travail sur les archives a également été mené au sein des réserves du musée, avec un travail de mise en place d'un entrepôt d'archives, puisque les archives étaient conservées pour une part au musée, pour une autre part au service historique de la Défense, pour une autre part aux archives nationales. Au final, on pensait ne pas avoir beaucoup d'archives sur l'école de pêche. On a à peu près 10 000 pièces d'archives qui ont été photographiées, intégrées dans une base de données, analysées, sachant que ces personnes qui travaillent sur ces archives retrouvent finalement la trace de leurs parents, la trace de leurs voisins, la trace de leurs grands-parents, et nous apportent en fait infiniment d'informations, nous, au musée, sur ces documents et sur ces parcours. Ils complètent ces archives administratives en fait par la mémoire aussi et les échanges qu'ils ont avec leur propre famille. Ça nous a amené aussi à découvrir des lieux de façon importante. Ce réseau en fait nous a ouvert beaucoup de portes. Les enquêteurs ont découvert des petits trésors. Là, vous avez un bar de l'année 1920 qu'on a pu entièrement du coup numériser en 3D, etc., mais qui était dans son jus entre guillemets, et dont on a découvert en fait l'existence en fait dans ces parcours. Alors on va dire sur 400 bistrots, on avait des chances d'en trouver quand même, mais pour l'instant, ce qui était très étonnant, c'est qu'on les identifiait peu dans les parcours urbains de la ville. Donc au titre du musée, au titre de l'institution, il y a eu un accès à une information, un accès à une découverte, un accès à une histoire un peu cachée de la ville, pas volontairement, mais simplement qui avait lentement disparu sans que personne finalement s'en aperçoive vraiment. Et on a découvert ainsi que l'histoire des bistrots avait été exactement parallèle à l'histoire du port, de ses activités, à ses transformations de la pêche, à ses transformations aussi sociales. Beaucoup de marins nous l'ont dit, ce qui a tué le bistrot, c'est l'apparition du carnet de chèques, tout simplement parce que le bistrot était le lieu du partage de la paye. Et ce partage de la paye se faisait en monnaie. À partir du moment où il y a eu le chèque, le marin rapportait le chèque à la maison directement, ce qui lui a fait perdre un peu de pouvoir financier, évidemment, et aussi dans son rapport. Et donc voilà, c'est tout un pan de l'histoire en fait qui s'est noué. Alors c'est un projet qui a été mené sur 3 ans, dans lequel l'implication de l'équipe du musée a été forte. Il a fallu effectivement qu'on soit d'accord pour travailler le week-end, faire des réunions le soir à 6h jusqu'à 9h. Il a fallu aussi qu'on se positionne par rapport à ce groupe-là dans une attitude très accompagnante et non pas de prendre le pouvoir, entre guillemets, ne pas imposer nos directions, mais c'était eux les enquêteurs. On les accompagnait dans la méthode, on les accompagnait dans la démarche et ça a été jusqu'à les associer à la scénographie complète. Je lui ai proposé des propositions scénographiques, mais ils ont orienté ces choix scénographiques. J'ai un exemple très, très simple. J'avais prévu dans les restitutions scénographiques de l'exposition plutôt une ambiance au départ qui était assez sombre pour la mise en valeur des objets, les nocturamas comme on fait habituellement. Or, on m'a dit tout de suite, c'est pas possible. La fréquentation des cafés, c'était le jour, dans les années 50-60, donc il faut ouvrir la fenêtre. Et voilà, c'est un exemple très concret de leur rapport et de cette expérience-là. Voilà, je crois que je sais. Voilà. Ah oui, si, voilà, d'autres expériences. Alors là, vous voyez quelque chose, c'est les rencontres. On a organisé beaucoup d'événements, beaucoup de rencontres. Là, on a une rencontre débat dans un café. Le café était plein. Il y avait du monde à l'extérieur. Et c'était un débat qui pourrait évoquer cette histoire des bistrots, cette histoire des cafés qui ressurgissait. Et là, c'est une rencontre très intéressante parce que ça a été un moment fort, ce débat. Il y a eu une altercation assez vive autour de la consommation d'alcool. C'est sûr qu'à travers un sujet comme ça, on touche aussi à ça. C'est de l'intime, ça peut être compliqué.
Et là, voilà, on franchissait aussi un tabou de ce côté-là. Oui, qu'on a pu creuser par la suite avec de multiples ramifications. Voilà, d'autres moments un peu plus festifs pour tout simplement attirer l'attention voilà, sur cette expérience. Merci Kélikian. Ouais, très beau reportage photo. On aura... Je vois que le boire, ça a toujours un grand succès. Hein. Et on aura l'occasion de poser les questions après. C'est vrai qu'on voit du coup un peu en rebond comment, quand c'est porté à un endroit stratégique du musée, ça touche tous les métiers et ça emmène ça produit autre chose que quand c'est porté, on va dire, uniquement par certains métiers au sein du musée ou certaines initiatives individuelles. Je voudrais peut-être pour rebondir qu'on déplace un peu la focale, enfin plutôt géographiquement, puisqu'on a parlé de cette question des mémoires qui peuvent être conflictuelles. On va toucher aussi aux questions de diversité. Peut-être on va partir à Strasbourg, en Alsace, et Candice, on va vous laisser peut-être un peu sans présenter l'ensemble des détails du projet, mais un peu de la même façon, mettre sur le métier les questionnements qui sont les vôtres par rapport à la fois à ce qu'est aujourd'hui le musée alsacien, ce qu'il pourrait être demain, et comment le projet que vous êtes en train de développer vous fait peut-être aussi bouger les lignes à l'intérieur du musée. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors effectivement, je vais vous emmener en Alsace, à Strasbourg, avec notre projet qui est le projet Babelstube. Alors Babelstube, il va s'écrire en 2 mots. Babel pour la tour de Babel, la parole, la mixité, et Stube qui est en fait la salle commune dans l'habitat traditionnel alsacien. Alsacien, mais pas que, mais alsacien ici. Alors le projet est parti d'un constat qui est le suivant. Les collections du musée alsacien, comme celles de nombreux musées d'art et tradition populaire, témoignent essentiellement des cultures prédominantes à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, et pour le musée alsacien, surtout les cultures rurales. C'est un musée qui a ouvert en 1907, donc je ne reviens pas sur le contexte de création, mais c'est pendant la période de l'Alsace allemande, et donc c'est un moyen de préserver, de conserver la culture alsacienne. Alors, cette situation, elle n'est pas propre au musée alsacien, mais elle nous semble problématique, puisque comment faire pour que, actuellement, sur le territoire régional, un Alsacien ou en tout cas un résident d'Alsace puisse se sentir inclus, puisse se sentir alsacien, et surtout la constatation d'un delta entre la nature des collections du musée et la société actuelle, la société alsacienne actuelle. Donc en fait, ce projet s'inscrit dans un projet à plus longue échelle, puisque nous sommes en réflexion sur la refonte du parcours, sur justement l'évolution de ce musée d'art et tradition populaire vers un musée de société qui inclut justement les problématiques actuelles en tant que vrai musée de société, mais le parcours d'exposition permanente, la rédaction du PSC qui est en cours, ce sont des projets de longue haleine qui ne verront leur aboutissement que dans quelques années. Donc à plus court terme, on a voulu mettre en place une exposition temporaire, donc qui va se tenir à partir du mois de mai 2019 au musée alsacien. Alors très rapidement, le principe, donc, c'est une exposition permanente qui va faire dialoguer les objets de nos collections avec des objets ou des témoignages des participants, des volontaires au projet. Alors donc c'est un projet participatif qui est animé par des porteurs de culture. Il nous est apparu vraiment très très tôt que ce n'était pas à nous de porter le discours, de nous porter un regard sur les éventuelles communautés étrangères d'Alsace, mais de laisser les personnes dont la culture n'était pas représentée au musée. Donc ce sont des volontaires qui vont faire dialoguer des objets et des témoignages. J'insiste beaucoup sur ce thème-là.
Notre premier interlocuteur, c'est le groupe Culture du Conseil des résidents étrangers de Strasbourg, qui est une instance de la démocratie locale, qui a été réinstaurée en 2009. Donc les membres du CRE ont déjà été inclus, par exemple, dans un projet avec l'exposition Strasbourg Laboratoire d'Europe l'année passée, puisqu'ils étaient invités à faire des visites multilingues, donc en simultané avec le guide. Ils avaient un système d'oreillettes, et donc en traduction simultanée pour les langues rares, comme le chinois, le turc, l'arabe ou le russe. Au CRE, donc le Conseil des résidents étrangers, aux membres du CRE se sont rajoutées d'autres personnes issues de l'immigration ou porteuses d'une double culture, notamment l'association Chine-France ou l'association Saudades pour le Portugal. Nous avons également une chanteuse lyrique pour la section sur les contes, les comptines. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un groupe, nous travaillons avec un groupe qui est à peu près composé de 22 personnes, de plusieurs pays. Les plus actifs, je vous en cite quelques-uns, donc c'est l'Iran, l'Italie, le Mexique, le Portugal, la Chine, l'Algérie et la culture manouche. Donc, ce sont des gens qui ont entre eux à peu près 35 et 65 ans. Ce sont des gens qui sont volontaires. Donc, en fait, on n'est pas du tout dans une démarche exhaustive ni représentative des communautés les plus présentes sur le territoire alsacien. Par exemple, la communauté turque, qui est très présente en Alsace, ou le Maroc, par exemple, est absente du projet. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra faire passer, qu'il faudra expliquer, parce que c'est vraiment un projet participatif basé sur le volontariat. Voilà. Alors la visite, très vite, le projet a eu comme point de départ une visite des salles et vraiment l'émergence de dialogue, de réaction avec le parcours permanent du musée. Donc depuis près de 9 mois, des ateliers thématiques sont organisés, des ateliers autour des thèmes suivants. Donc l'accueil, autour de la notion d'accueil de la personne, de seuil, d'objets qu'on peut offrir à une personne qui arrive dans une maison. Le thème de la naissance, de la protection autour de l'accouché et du nouveau-né. La cuisine, bien sûr, avec les aliments. Les fêtes des morts, les baptêmes. Le thème des costumes également. Et une dernière partie sur les contes, comme je le disais. Donc les cartels vont par exemple être traduit dans la langue de la personne qui a fait ce choix, qui veut présenter cet objet. Et le parcours s'achève sur une section témoignage. Donc un témoignage de personnes sur les objets ou des actes des actions du quotidien qui ont marqué les personnes arrivant à Strasbourg. Donc là, on travaille par exemple avec l'association Oberholz, qui est un foyer pour la protection de l'enfance et qui qui héberge les mineurs étrangers isolés, et le centre socioculturel de Königshofen, Joie et Santé, pour les primos arrivants. Et cette section-là est gérée par 2 services civiques qui ont une mission de presque 1 an qui sont ambassadrices du musée citoyen. Donc ça s'intègre également dans ce thème-là. Une commande de portraits photographiques aussi des participants qui nous donneront l'autorisation a été faite, puisque la notion de témoignage, bien sûr, dans notre vision non exhaustive, est à mettre en avant et sera à traduire dans la scénographie. Donc, comme je le disais, aucune prétention d'exhaustivité. Pour nous, la notion de droit culturel, elle était presque inconnue, on va dire. On travaille autour des notions d'inclusion, dans la rédaction du PSC, par exemple, d'inclusion, de diversité culturelle, de dialogue interculturel. Ça, on est vraiment dans ce type de réflexion. Qui est porté par la politique de la ville de Strasbourg, puisque le musée alsacien est un musée municipal. Et je tiens quand même à parler du colloque qui a eu lieu à Strasbourg en 2013, qui prend à bras-le-corps ce thème, puisque c'était construire la cité de la relation, l'enjeu interculturel dans les villes d'aujourd'hui. Voilà, qui a vraiment pris à bras-le-corps cette notion de droit culturel. Peut-être
que pour une première présentation, voilà, je pense que c'était très, très parlant. On a déjà un certain nombre de témoignages convergents finalement, où on est plutôt dans des expériences enfin, ce qu'on disait ce matin, où on fait pour partie des droits culturels sans les nommer. Et je propose peut-être qu'on conclue ce premier tour de table avant de... Je crois que Rudy a déjà beaucoup de questions, avec justement un regard un peu décalé, puisque là, on a eu pour l'instant 4 présentations par des professionnels du musée qui y travaillent. Et Simon Gaucher, vous n'êtes pas dans le musée, justement. Vous êtes dehors, le musée. Et donc, présentez-nous peut-être justement l'idée que vous avez eue et voilà, à quelle aspiration elle répondait en tant que personne, puisque finalement, nous-mêmes, il faut qu'on change un peu notre vocabulaire, pas forcément parler de public, mais de personne et de sujet. On a bien entendu que cette notion était importante dans l'approche. Qu'est-ce que c'est le musée recopié et qu'est-ce que ça produit peut-être aussi? Alors bonjour à tous. Et effectivement, moi je viens pas du tout du monde des musées au départ, je viens plutôt du monde du théâtre. Mais le musée m'a toujours intéressé en tant que terrain de jeu et en tant que lieu d'expérience. Et donc je dirige effectivement une structure qui s'appelle l'École parallèle imaginaire, qui est une sorte de lieu nomade et imaginaire, mais qui percute le réel très très souvent, et qui travaille sur nos rituels de transmission, sur nos capacités d'imagination et sur cette notion d'expérience, comment on fait expérience. Et justement, le musée recopié, c'est au départ une expérience, enfin ça part en tout cas d'une expérience qu'on a tous eu l'occasion de faire, je crois. C'est un jour, j'étais dans un musée, dans une exposition, et je voyais un jeune homme qui recopiait une œuvre, qui recopiait sur un petit carnet une œuvre qu'il avait en face de lui. Et en fait, je suis resté quelques minutes à le regarder parce que ce qui m'intéressait, c'est que finalement, les visiteurs du musée étaient presque plus intéressés par l'œuvre en train d'être recopiée que par l'original. Et que voilà, il y avait beaucoup de gens qui passaient derrière lui, qui jetaient un coup d'œil au-dessus de son épaule pour voir ce qu'il griffonnait. Et en tout cas, ça recréait un dialogue avec l'œuvre originale et avec cette copie, avec cette œuvre qui était en train de renaître sur un bout de papier. Et je me souviens que ce jour-là, je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait, qu'est-ce que ça provoquerait de convier une centaine de personnes pendant une journée dans un musée à recopier l'intégralité des collections de ce musée. Qu'est-ce que ça créerait déjà pour le copiste ? Je crois qu'il y a certaines statistiques qui disent que quand on visite une exposition, on s'arrête en moyenne à peu près 9 secondes devant une œuvre devant laquelle on s'arrête. Donc qu'est-ce que ça provoquerait pour le copiste qui resterait peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures face à une œuvre? Quelle expérience esthétique il en tirerait? Mais qu'est-ce que ça provoquerait également pour les visiteurs du musée qui seraient conviés le temps de cette performance, à voir le musée se recréer sous leurs yeux. Et ça a été un peu le point de départ donc, de ce musée recopié, donc, qui est une performance, enfin on appelle ça performance, qui s'est créée donc, pour la première fois en 2016 au musée des Beaux-Arts de Rennes. On a convié donc 120 personnes le temps d'un week-end à recopier l'intégralité des collections du musée. L'idée, c'est de convier un groupe un groupe très hétéroclite, puisqu'il y a des gens qui savent dessiner, il y a des gens qui croient ne pas savoir dessiner, et de les inviter à remplir ce pari fou, de créer une copie du musée, une espèce de musée parallèle, pour ensuite le faire voyager. Et là, je crois qu'on va pouvoir passer quelques images justement voilà, merci, du musée recopié qui a lieu en 2016. C'est une performance qu'on a reconvoquée l'année dernière en mai et juin dans presque tous les musées d'art de Bretagne, puisqu'on a fait un tour de Bretagne des musées, donc à Brest, à Quimper, à Vannes, à Pont-Aven et à Rennes où on est revenu. Tour de Bretagne des musées qui était aussi épaulé par la DRAC, qui était épaulé par l'association Bretagne Musée et par la région Bretagne. Et on ne va pas s'arrêter là, puisque notre but, finalement, c'est de recopier tous les musées du monde. Et donc, on a continué, pas plus tard que la semaine dernière, on était au musée de Valence. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que à chaque fois, le musée
qui se recréait sous nos yeux devenait vivant. Il devenait vivant parce que, de fait, comme on le voit sur ces images, les œuvres renaissaient sur le papier, mais aussi parce que le musée devenait très bruyant tout d'un coup. C'est-à-dire, effectivement, on a l'habitude souvent d'avoir des musées assez silencieux, mais là, tout le monde se parlait. Tout le monde se parlait parce qu'il y avait ce support, le dessin, et quelque part une sorte d'histoire de l'art qui se recréait en direct. Et évidemment, comme je vous le disais, donc il y a des gens qui savent dessiner, il y a des gens qui savent moins dessiner. Donc il y a une sorte de transmission informelle qui s'invente, où ceux qui savent davantage transmettent à d'autres. Il y a des enfants, il y a des personnes plus âgées, et tout ça se mélange. Et le musée devient un lieu où il y a un vrai dialogue qui s'invente, une vraie. C'est une expérience extrêmement joyeuse en fait. Et ça part aussi de l'idée que, finalement, en tant que citoyen d'une ville, on oublie bien souvent que les collections d'un musée municipal appartiennent à la ville et donc à ses habitants. Et finalement, en recréant ce musée, c'est une façon de se dire et une façon de se réapproprier cette histoire de l'art et de la faire sienne. Ce qui nous a beaucoup intéressé aussi pendant les performances, c'est que finalement, cette histoire de l'art qu'on trouve dans les livres, elle se trouve complètement réinventée par le fait que les copistes qui recopient une œuvre deviennent en quelque sorte des experts de cette œuvre. C'est-à-dire, quand on reste pendant une heure devant une œuvre, on voit des choses, on voit des détails qu'on ne voit pas du tout quand on s'arrête les 9 secondes qui sont spécifiées dans ces statistiques. Et ça nous a permis de découvrir aussi qu'en fait, au départ, les musées, en tout cas les musées d'art, étaient justement des lieux qui étaient non pas publics, mais ouverts seulement à des artistes pour qu'ils puissent eux-mêmes apprendre en copiant les maîtres. Et toutes ces copies qu'on récolte au fur et à mesure, donc on a fait à peu près 6 musées, toutes ces copies rentrent dans ce qu'on a appelé le musée imaginaire du XXIe siècle. Donc on en a à peu près, je crois pour l'instant, 1300. Et ce musée imaginaire, il se déploie dans chaque musée qui accueille l'expérience. Donc c'est évidemment une petite référence à André Malraux et à son musée imaginaire. Ce qui est intéressant d'ailleurs parce que André Malraux, justement, qui est un des pionniers de la démocratisation et de la décentralisation culturelle, aujourd'hui on ne parle plus de démocratisation culturelle, mais de démocratie culturelle. Donc la question c'est comment on fait et comment l'histoire des musées, l'histoire des institutions en général, parce que moi je viens du théâtre et en fait je pense que les questions sont les mêmes. Du rapport à la culture légitime, du rapport à celui qui sait. Enfin, toutes ces questions s'entremêlent. Et comment est-ce qu'on fait avec tout ça ? Et juste pour finir cette petite intervention, moi je trouve, depuis quelque temps, effectivement, les collectivités se saisissent de ces questions-là. On a vu effectivement des temps d'échange et des colloques organisés par la ville de Rennes. L'ENA ici présente travaille donc au sein de la région Bretagne sur ces questions-là. Moi je trouve que c'est hyper important aujourd'hui que les institutions se pose cette question et se coltine à cette évolution de l'histoire des politiques culturelles. Et en ça, c'est vrai que le fait que le Musée de Bretagne, que les Champs Libres organisent ce temps aujourd'hui et que l'ICOM également l'organise, c'est hyper intéressant parce que je pense que c'est peut-être pas tant aux collectivités de changer leur façon de voir qu'aux institutions de se réinventer de l'intérieur. Comment est-ce qu'on réinvente nos fonctionnements ? Comment est-ce qu'on réinvente peut-être même nos organigrammes ? Comment est-ce qu'on réinvente les méthodes de management ? Les droits culturels, en tout cas, qui percutent l'institution de plein fouet. J'espère qu'on va en parler pendant ce temps d'échange. Et une dernière chose, je pense aussi que les droits culturels percutent de plein fouet également le travail des artistes. Alors c'est peut-être pas tant, les musées de société sont peut-être pas tant concernés par cette question-là, mais les musées en général, je pense que en tant qu'artiste aujourd'hui, on est obligé de se reposer la question de l'œuvre, de pour qui on crée, avec qui. Et en tout cas, ce sont des belles questions, je crois, qu'il faudrait qu'on aborde.
L'ambition, c'était bien de parler de tous les musées, puisque c'est aussi la raison d'être d'ICOM. Merci Simon. Je crois que Gabi a toute une série de questions pour vous éprouver sur vos différents projets. Je lui passe tout de suite la parole. Du coup, le principe aussi de réponse le plus concise possible pour qu'on puisse quand même avoir des échanges et des questions par la salle. Voilà, merci. Et d'ailleurs, j'ai complètement oublié de dire bonjour. Hein. Je dis bonjour maintenant. Et puis, j'ai pris des notes et j'ai une proposition de chorégraphie. J'ai 5 questions pour 5 personnes. Je pose d'abord toutes les questions et puis les personnes répondent. Hein, comme ça, c'est plus juste. Hein, parce que si une réponse à une question dure plus longtemps... Voilà. Alors, j'y vais. Pour Léna, c'est une étude que vous faites. Ça doit être fascinant. Mais vous êtes, dans votre présentation, resté très réservé, comme une sociologue. Donc, parler de méthode, de structure et jamais raconter une histoire. Je voudrais vous demander de raconter une seule histoire concrète dans votre travail par rapport justement au territoire de référence qui est présent. J'ai noté traitant de la diversité culturelle. Alors, la diversité culturelle, qui est divers? La question pour Mathilde. J'ai beaucoup admiré, bien sûr, le travail que vous avez déjà fait et je serais vraiment intéressée de venir à Rouen un jour et venir voir. Et tout ce qui rentre dans ce musée, et puis aussi cette aventure de se poser cette question, comme Patrice avait dit dans son intervention, culture-nature. Hein, c'est toujours très audacieux de vouloir se mêler des deux et se taper un grand problème conceptuel tous les jours. Alors, là-dedans, j'ai une question tout à fait simple. Tout rentre dans ce musée, qu'est-ce qui sort ? Sortir les objets du musée, soit comme dans mon aventure de Marzahn, ou alors aux oubliettes. C'est ma question pour vous. Et puis ma question pour Kelly, est-ce que c'est bon de vous appeler comme ça? D'accord. J'adore vos cafés, hein, c'est génial. Et on avait comme cette histoire surtout que toutes les femmes géraient les cafés, c'est normal parce que les hommes étaient à la pêche, je suppose. Mais bon, c'est plus compliqué que ça. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ces personnes dans ce village ou cette petite ville se font sur leur musée. C'est-à-dire, il n'y a pas délégation de compétences, mais il y a, paraît-il, auto-autorisation. Donc, comment accompagnez-vous de manière professionnelle la transformation d'un passé dans un musée? Ça, c'est ma question pour vous. La question pour Candice, un petit peu, bien sûr, comparable, parce qu'il s'agit de l'accès au musée et de transformation au musée, parce que le musée d'Alsace, il doit être bien beau. Il n'y a que les Alsaciens dedans. Alors, est-ce qu'on devient vraiment alsacien quand on est dans un musée ? Donc l'échelle, la marge à passer, c'est qu'on rentre dans les musées. Je vous pose la question parce que j'ai une doctorante qui travaille sur les Geschichtslehrer des Turcs à Berlin, qui n'avaient aucune idée qu'ils avaient déjà un passé à Berlin et qui ont découvert qu'ils avaient un passé à Berlin. Hein, et ça va faire partie aussi, bien sûr, d'un petit chapitre d'exposition dans le musée de la ville. Donc découvrir qu'on a un passé et que ce passé pourrait être partagé. Ça, c'est donc quand on est dans un musée, est-ce qu'on est vraiment arrivé? Et puis, dernière question pour Simon. Là aussi, j'adore bien sûr l'idée de l'action, de voir les gens comme ça couchés sur le ventre, copier une œuvre dans un musée. Ça fait très très envie d'y participer. Moi, je dessine affreusement mal, donc ça sera bien rigolo. Alors c'est bien sûr une performance, c'est un théâtre, ça c'est très très intéressant.
Et ce qui m'intéresse là-dedans, comme vous avez dit, prendre en compte les maîtres, est-ce que le musée se transforme en storyscape ? Parce que déjà, le fait que les curateurs arrangent les œuvres, et ils les réarrangent de temps en temps. Donc, il faudra toujours recopier, parce que ça sera toujours réarrangé. Donc, quelle histoire s'ajoute à l'histoire qui est déjà ? Parce qu'il y a un tel nombre d'acteurs là maintenant. Est-ce que ça donne un fourmillement, ou est-ce que ça peut donner aussi comme ça un tiret plus concret sur une chose concrète, qu'on peut raconter, parce que l'action même est très fourmillante. Donc, est-ce qu'il y a là-dedans quelque chose comme un maître narratif ? Voilà. Donc, si vous voulez, je trouve que ça serait peut-être juste que vous pourriez encore répondre dans je pense, le sens du 1 à 5. Alors, ça sera Léna d'abord. Oui, c'est vrai que je suis celle qui a eu le plus de temps pour réfléchir à la question. Exercice pas évident. Alors pour revenir sur cette notion de diversité culturelle et raconter une histoire, je peux peut-être raconter l'histoire qui est la mienne, celle d'une doctorante qui s'attelle à faire une thèse sur les droits culturels et qui se rend compte que derrière ce terme de droit culturel, eh ben, on met beaucoup de choses, qu'il y a de multiples interprétations et que il y a beaucoup d'interprétations différentes, et notamment ici en Bretagne, où justement cette question des droits culturels peut être vue comme une façon de réinvestir, de renouveler des combats anciens, notamment autour des droits linguistiques. Le Poncalec qui revient, je pense aux Bretons. Mais en tout cas autour, par exemple, des droits linguistiques et la diversité culturelle sous ce prisme-là, où par exemple la question des droits culturels qui va être invoquée aussi en relation à la présence de la diversité musicale dans les médias, par exemple. Donc là, on est vraiment sur les droits culturels en tant que sujet et des formes de revendication au titre des droits culturels. Tandis que en plein d'autres endroits, et c'était un peu cette idée de la relation, la gouvernance ou les droits culturels en tant que sujet, les droits culturels sont beaucoup plus abordés sous l'angle de la participation des publics, de la relation ou de ces modes de gouvernance le plus collégial, en fait. Et du coup, c'est pas une mince affaire de déterminer ce que sont les droits culturels, surtout ce qu'ils veulent dire dans les pratiques et ce qu'ils veulent dire dans l'esprit des personnes et la façon dont ils s'en saisissent dans leur propre pratique. Et sur qui est divers, je pense que c'est justement une des tensions, on va dire, à l'œuvre. Là où à certains moments la diversité culturelle est plutôt envisagée en termes de blocs homogènes, de cultures qui se rencontreraient, là où les droits culturels nous parlent de personnes, d'hommes et femmes qui sont elles-mêmes porteuses d'une diversité. Donc comment, notamment pour les politiques publiques, on appréhende cette diversité qui est celle des personnes, et notamment à une échelle régionale qui n'est pas évidente du tout, parce que c'est une échelle qui est aujourd'hui très peu en lien direct avec les personnes. Les régions ne gèrent aucun équipement en direct, ne sont pas opératrices culturelles non plus, en tout cas en Bretagne. Et donc cette question du lien à la personne et à la diversité des personnes est relativement peu évidente à manier. Et donc, sachant que ça peut être un débat parfois, notamment autour des rééquilibrages budgétaires, c'est-à-dire il faudrait rééquilibrer les budgets justement entre les institutions et les initiatives citoyennes ou entre telle et telle esthétique artistique.
Moi, je pense que la clé pour s'en sortir de la question de la diversité culturelle, elle se trouve vraiment dans cette exigence démocratique portée par les droits culturels, et que si on cherche les façons pour que une plus grande diversité de personnes puissent participer, soient réellement libres de participer à la vie culturelle, et notamment aient accès aux collectivités, aux politiques publiques, alors ce seront elles-mêmes qui exprimeront et feront vivre cette diversité, et pas cette diversité qui leur sera assignée en quelque sorte. Bon, ça c'est une très belle notion de diversité culturelle que j'aimerais adopter. Mathilde. Alors, qui entre, qui sort dans un musée comme celui sur lequel on travaille? En effet, beaucoup de choses peuvent rentrer dans ce propos. On est quand même aussi évidemment centré sur les collections existantes des musées, donc ça circonscrit notamment un territoire. On peut aussi faire entrer, moi ça me semble très important de faire entrer le vide au musée, parce qu'on a certains trous dans nos collections. On est très attaché à rééquilibrer, parce que c'est un engagement de la Réunion des musées métropolitains, à rééquilibrer la visibilité de la sphère féminine, à la fois les femmes artistes, mais aussi les anthropologues, les archéologues, etc., femmes. Et donc, moi, il me semblerait très intéressant parfois d'avoir une vitrine vide au milieu d'une galerie d'hommes collectionneurs, par exemple. Ça me semble vraiment important. Et puis, évidemment, à l'échelle de l'institution, c'est aussi se faire beaucoup plus se laisser pénétrer par les initiatives, notamment associatives, citoyennes, en tout cas, d'ouvrir la porte aussi, pas seulement à des collections, mais à des gens, à des humains, à des vrais humains sensibles. Mais là, il y a toujours des gens qui rentrent. Moi, je voudrais qui sort. Alors justement, qu'est-ce qui sort? C'est exactement la fin de ma phrase. Qu'est-ce qui sort? Donc, en termes de collection, à la fois pendant les travaux, évidemment, du musée, il faut maintenir la visibilité de l'institution. Donc c'est une bonne occasion de concrétiser aussi nos partenariats élaborés en amont, et cette fois-ci non plus de faire des actions sur site, mais plutôt chez les partenaires, encore une fois, quelle que soit leur nature. Qui plus est, dans nos collections, on a la chance d'avoir énormément de moulages ou de doublons, triplons, collections d'études. Et ça, c'est une chance par rapport à des collections de beaux-arts, par exemple, parce que personnellement et en tant qu'ethnographe, je suis toujours gênée qu'on propose des copies comme ça a été fait là par exemple à Dahlem, parce que c'est toujours la question de mais est-ce qu'on ne propose pas, certes à l'extérieur, mais un peu un sous-produit par rapport à l'objet et à toute sa préciosité, notamment d'un point de vue matériel. Donc ça, les collections nous offrent une porte de sortie assez intéressante. Et quelque part, pour moi, tout ce qui sortira des collections dans le sens qui sera remisé en réserve, c'est ce qui sera hors récit, quel que soit le conteur du récit en question. Hors récit. Voilà pour les cafés. Alors, comment on a accompagné la transformation professionnelle en fait de cette matière? Alors, je vais revenir d'abord sur les différentes. Il y avait cette brigade de bénévoles en fait. Il y a différentes motivations qui ont fait que ces bénévoles se sont associés à ce projet. Il y avait l'envie de connaître leur territoire pour des gens qui venaient de l'extérieur. Il y avait des gens qui étaient là par atavisme, mais tous en fait avaient véritablement envie de comprendre comment se déroulait le processus de création d'une exposition, ou le processus de création d'une synthèse scientifique. Ça a été extrêmement présent. Et donc, ils souhaitaient que leur travail soit sérieux et pris au sérieux. C'est pourquoi nous avons commencé avec ces formations dont j'ai parlé, mais derrière, il y a eu tout un suivi. C'est-à-dire que le musée, par mon intermédiaire ou l'intermédiaire de certains de mes collaborateurs, ont toujours été présents dans les différentes réunions, dans les différents débriefings, tout au long du processus. Nous avons fait un débriefing d'ailleurs avec ces ethnologues 6 mois à peu près après le début du projet, pour voir sur quelles difficultés les bénévoles avaient buté, et de façon à réorienter les outils de manière méthodologique, et d'entendre leurs questionnements, puis de bâtir avec eux le synopsis petit à petit de l'exposition. C'était extrêmement important de ce côté-là. Et tout au long du processus aussi, nous avons été observés par un sociologue qui a fait une étude de l'étude. Ça a donné naissance à un article de 23 pages qui est en cours de finalisation et qui va donc être publié, et qui a travaillé, a une analyse critique sur tout ce travail. Vous êtes sûr qu'il ne sera pas frappé ?
par les sujets qu'il a observés? Non, je pense pas. Enfin bon, j'ai vu la première mouture. A priori, voilà. Non, je pense que voilà. Ce qui est important dans ce projet, en fait, moi j'y tiens parce que c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps. C'est un échange de grilles de lecture entre une équipe institutionnelle, on va dire académique, et de l'autre côté une population qui, pour moi, en fait, c'est entre la légitimité scientifique de l'institution d'un côté et la légitimité sociale de l'habitant, en fait, à enquêter, à questionner et à interpréter son propre territoire. Moi, je pense que cet échange de grilles de lecture, il est extrêmement important et il est que bénéfique et prolifique. Enfin, je veux dire, si on était partis, nous tout seuls, avec nos a priori aussi sur cette histoire, rien que par le nombre de débits de boissons, etc., on aurait eu une analyse sans doute qui aurait été moins fine que ce qu'aujourd'hui on a. Et or, on touche quand même à des choses qui relèvent de l'intime aussi, du stéréotype. Voilà, c'est quand même... Génial, c'est un cas de Deutungshoheit, de droit régalien sans roi, de dire. Et ça, je trouve que c'est une très belle histoire. Merci. Bon, l'exposition ouvre le 5 avril. Ah, faut y aller. Donc, merci. Alors, est-ce qu'on devient alsacien en entrant dans le musée alsacien à Strasbourg? Alors, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'il faut avoir à l'esprit, je ne sais pas si vous connaissez le musée alsacien, il faut avoir à l'esprit que c'est un musée qui a très peu bougé, très peu évolué depuis le début du XXe siècle. Et c'est vrai que nous, en ce moment, ça nous pose problème. Parce que nous sommes musée alsacien, mais pas musée alsacien du 19e siècle et du début du 20e siècle. On a la volonté, comme je vous l'ai dit, de faire entrer le musée de plein pied dans l'Alsace d'aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que nous aimerions que les Alsaciens se retrouvent leur identité. Voilà. Donc ça va être le défi des années à venir, parce que le musée, en fait, c'est un peu une porte d'entrée dans la ville. On a beaucoup de primo-arrivants qui viennent, mais on a également une fréquentation très très touristique, comme vous pouvez l'imaginer, surtout au mois de décembre avec le marché de Noël, des touristes, beaucoup, qui viennent chercher l'image de cette Alsace idéale et figée. Donc là, on a vraiment un exercice assez périlleux, marcher sur une corde, pour essayer de trouver un équilibre. Mais je pense que cette question de retrouver les communautés actuelles est fondamentale. Oui, mais est-ce que ces communautés actuelles veulent rentrer dans le musée? Alors, vu l'enthousiasme de ce projet de Babelstube, là, je pense que oui. Oui, bien sûr. Bon, bonne chance. Et Simon. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, parce que je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire Storyscape? Storyscape, c'est un terme utilisé pour décrire un assemblage d'objets qui sont en disposition dans un espace, qui racontent une histoire. Donc, vous mettez un coffre quelque chose, un meuble autre, une sculpture, et puis tout cela, ça forme ce qu'on appelle un narratif ou un récit muséographique, et que les Anglais et Américains appellent Storyscape. Donc, votre salon, si vous en avez un, ou votre chambre, ça sera aussi un storyscape, parce que vous aurez mis des choses qui vous rappellent d'autres choses et tout. Donc, le musée, de toute façon, est toujours un storyscape, et on déchiffre les stories en fonction de son savoir, mais aussi, bien sûr, de la mise en scène et de la mise en espace des collections. Et en recopiant, est-ce qu'on change la storyscape? Est-ce qu'on ajoute? Ah, j'ai compris la question. Eh bien, de fait, on ajoute, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas racontée, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un finit de recopier une œuvre, il doit trouver des visiteurs ou des copistes pour réincarner cette œuvre. Et on prend en photo. Vous faites des tableaux vivants. Voilà, c'est des sortes de tableaux vivants. Et de fait, ça aussi, on a une collection du coup, parce que c'est une manière de recopier aussi.
Et on a une collection de ce musée qui est non pas du coup incarné, mais ce musée qui est non pas seulement recopié, mais aussi incarné. Et je pense que pour beaucoup de gens, le fait de devenir soi-même une œuvre d'art, ça bouleverse des choses. Après, du coup, j'avais préparé une autre réponse parce que j'avais compris une autre question. Mais c'est juste parce que, pour revenir sur peut-être deux histoires, parce que j'ai l'impression que vous insistez sur cette question d'histoire, de récit, et qu'effectivement c'est extrêmement important pour changer de langage en fait, pour changer de vocabulaire, et puis parce que l'histoire de fait, il inclut celui à qui on la raconte. Deux histoires, parce qu'il y a Françoise Brétreau qui est dans la salle et qui est la directrice du musée de la Cohue, et je me souviens que quand on a fait cet exercice au musée recopié à Vannes, il y a eu une tempête. Il a plu énormément. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas de raconter ça. Et il a commencé à avoir des infiltrations d'eau dans le musée. Et il y a notamment une œuvre qui était potentiellement en péril, qu'on a décidé de décrocher. Et l'œuvre étant partie, il se trouvait qu'il y avait un copiste qui avait commencé à la recopier. Et du coup, on a remplacé l'original par la copie. Alors une semaine plus tard, il y a le musée qui nous a appelé en nous disant que on avait oublié une copie, mais non, au contraire, on l'avait laissée là justement pour qu'elle remplace l'original. Et il y a une deuxième histoire que je trouve importante aussi, c'est que quand on a commencé à travailler sur le projet du musée recopié, il y a des musées qui nous ont dit... quand on parlait d'exposer les œuvres des copistes amateurs, la plupart du temps, il y avait aussi des professionnels, on nous disait ah mais non, mais c'est pas possible, c'est pas du tout possible d'imaginer exposer des œuvres amateurs dans un musée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, on s'est battu. Et en fait, 2 ans plus tard, on est revenu, on a présenté les copies dans le musée. C'était devenu possible. Et ce qui se passait, c'était extrêmement beau, c'est que tous les copistes venaient avec toute leur famille. Toute leur famille montrait leur travail, parce que soudain, on leur donnait la légitimité en fait, de pouvoir entrer dans ce musée, non pas pour être simple consommateur ou visiteur et regardeur des œuvres, mais pour en être les acteurs. Et du coup, les gens allaient voir les copies et tout comme ce que je vous racontais dans l'expérience première, allait ensuite voir l'original et redécouvrir l'original par le biais de la copie. Et donc voilà, 2 petites histoires qui sont assez symptomatiques. Bon, tous dans vos expériences, on voit bien que le sujet, c'est de réintroduire finalement l'être humain, la personne, comme sujet du musée dans sa réappropriation de ce qu'est le lieu et de ne pas confisquer effectivement le musée et ses collections qui sont notre patrimoine commun. On revient à cette question du faire du commun. Nous avons un déjeuner, mais je pense que c'est important s'il y a des questions, des demandes il y a déjà des questions apparemment. Alors moi j'avais une question pour Manon Six, musée de Bretagne. J'avais une question peut-être plutôt pour les professionnels des musées. Comment on conjugue, selon vous, les exigences traditionnelles de vérification, de caution, de garantie scientifique, avec en effet un élargissement de la production du savoir qui est peut-être attendu dans le cadre d'une conversation maintenant avec les publics, les visiteurs beaucoup plus généralisée peut-être que précédemment. Ta question s'adresse spécifiquement aux visiteurs en visite ou à la population? Population de façon générale, ok.
Écoute, je l'ai un peu décrit. Voilà, nous, il y avait vraiment un suivi de ce côté-là par rapport à la matière qui était produite, des conseils qui étaient prodigués, des formations qui étaient établies et des confrontations ensuite aussi entre différents enquêteurs pour analyser véritablement ce qui fait. C'est pas, on les a pas laissés du tout partir dans la campagne comme ça. Et c'était une demande de leur part aussi, justement, de s'approprier une méthode, de découvrir comment on construisait un discours scientifique de ce côté-là. Donc moi, peut-être j'ai eu cette peur il y a quelques années, au tout début, lors des premières expérimentations, où je me suis dit, est-ce que, plutôt que de démocratie culturelle, je ne vais pas faire de la démagogie culturelle quelque part, et finalement me retrouver dans un processus un peu d'uchronie, dans lequel on reconstruit l'histoire des années après, parce que la population a intégré des discours mythifiés, et que c'est ceux-là qui vont ressortir, en fait, au final, et plutôt que de les déconstruire, on va plutôt mettre en valeur ces choses-là. En fait, si on prend le temps long, avec ce type d'expérience, si on donne des outils méthodologiques, si on se confronte aussi entre grilles de lecture, on s'aperçoit que on va déconstruire aussi ces choses-là. Je vais prendre un exemple très concret. Dans le groupe qui a enquêté sur les bistrots, il y a toute une partie, plutôt jeune, qui voulait travailler sur la thématique au départ du bistrot et de la fête. Parce que, évidemment, c'est leur quotidien. Enfin, c'est pas leur quotidien, pardon, excusez-moi. C'est leur pratique. C'est leur pratique. Et donc, ils étaient persuadés qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec ça, découvrir comment se passaient les gras dans les années 20, 50, autour des bistrots, etc. etc. C'était un groupe qui était très motivé par rapport à ça. Et en fait, au fur et à mesure de l'expérience, quand ils se sont retrouvés confrontés aux bistrotières, aux marins, ils ont découvert que cette thématique n'avait pas lieu d'être. Et ils l'ont abandonnée. Et c'est d'eux-mêmes, en fait, qui l'ont abandonnée lors d'une réunion de débriefing, où les uns et les autres, ils ont compris, enfin, ils ont échangé, et non, la fête, non, le bistrot, c'était pas un lieu de fête. C'était une espèce de QG par rapport à un bateau, avec un système d'actionnariat populaire lié aux armements. Donc voilà, c'était une toute autre réalité. Et donc, de ce côté-là, sur le plan de la validation scientifique de cette expérience, personnellement, je n'ai pas beaucoup de doutes sur ce qu'elle est. Je dirais même plus, si on avait été les seuls à s'emparer du sujet, je suis sûr qu'on aurait été davantage peut-être sur des grilles de lecture et des stéréotypes prédéfinis. Voilà. C'était un geste ou vous vouliez dire? Ok, elle est très d'accord avec vous. Bon, d'autres questions? Si, je voulais compléter, mais on prend une autre question. J'aurais juste voulu compléter sur cette question de la démagogie. Alors oui, Agnès Novert du Musée d'art et d'histoire de Saint-Denis. J'avais une petite question concernant la collecte de témoignages oraux, parce qu'il y a plusieurs de vos expériences qui évoquent cette dimension-là, et j'aurais souhaité savoir quel était le statut des témoignages collectés, qu'est-ce que vous en faisiez après, est-ce qu'ils étaient pérennisés d'une façon ou d'une autre, et comment, est-ce qu'il y a eu des expériences de témoignages qui ont pu rejoindre éventuellement certaines collections ou pas? Voilà, merci beaucoup de vos réponses. Alors, je vais me permettre de répondre. Alors, nous, effectivement, on a beaucoup travaillé sur la forme du témoignage, puisque, pour un peu rebondir sur ce qui a été dit avant, ce sont à partir des témoignages que on va dire, les cartels développés, les petites histoires autour des objets, vont être écrits. Mais on s'est confronté à un problème de rédaction. C'est-à-dire que quand on est face à un groupe, tout le monde ne s'est pas senti capable ou n'a pas eu envie de dire bon, j'écris un cartel, je raconte mon histoire. Donc nous, on a fait un petit peu un entre-deux, c'est-à-dire qu'on a des entretiens, mais qui ne sont pas enregistrés. Des entretiens avec les porteurs, on va dire les porteurs de culture, et après c'est notre équipe qui rédige les cartels, mais à partir des témoignages. Dans certains cas, les participants ont voulu écrire.
Donc, quand ils se sentent l'envie, on les laisse. Mais ce sera sur un mode de parler à la première personne. Voilà. Donc, dans le musée, le cartel développé, l'objet de la collection du musée sera mis en regard et d'un coup, l'objet apporté sera éclairé par ce témoignage. Voilà. C'est vrai qu'au début, certains participants disent « Ah oui, alors je peux écrire là-dessus, je vais lire des livres, je vais écrire quelque chose. » Et là, on a dit tout de suite, en fait, non, n'écrivez pas. À partir de livres de recherche, écrivez à partir des souvenirs. Par exemple, autour de l'accouchement. L'accouchement manouche se fait autour de la roulotte, avec cette histoire. Et donc, le participant va nous raconter la naissance, comme l'a vécu sa grand-mère, par exemple. Donc voilà, on a voulu du sensible, donc même si c'est pas scientifique, c'est pas exhaustif, mais ce sont des témoignages. Le statut, Kelly Kian, et puis ça sera, je pense, la dernière question. Si tu veux préciser quelque chose sur le statut des... On n'y a pas encore vraiment réfléchi. Alors, vraiment une dernière question. En fait, j'en avais deux. Pauline Guyard, écomusée du Pays de Rennes. J'étais intéressée par... J'ai deux grandes questions concernant les droits culturels, des vraies interrogations. La première rejoint la question que posait Manon tout à l'heure, sur comment on fait, cette question de la démagogie. J'étais intéressée par la réponse de Léna. Et par ailleurs, alors c'est peut-être une interrogation stupide, mais c'est qui ces gens qui ont du temps, et qui sont investis, qui viennent participer pendant 6 mois, 1 an? Est-ce que c'est pas toujours les mêmes? Est-ce que c'est pas toujours ceux qui sont déjà engagés? Voilà, comment on fait pour trouver des gens, ou est-ce que c'est eux qui viennent naturellement et qui suivent une équipe et qui suivent un projet pendant des mois? Je parle de la démagogie et puis je te passe la parole. Non, je voulais simplement dire que cette question de la démagogie, de crainte de tirer vers le bas, une certaine crainte aussi de forme de relativisme, ce sont des questions qui traversent les droits culturels et au-delà des musées, que d'autres champs se posent aussi. Et peut-être en vous donnant un exemple qui n'est pas du tout un exemple muséal, mais dans le cadre de ma thèse, j'ai été amenée à rencontrer deux structures. L'une, une salle de spectacle, et une seconde, c'est un festival de cinéma. Et dans les deux cas, il y a une démarche de programmation participative. Donc la programmation faite notamment par les habitants. Et dans les deux cas, c'est pas du tout le même territoire, et les propos étaient exactement les mêmes et parfois au mot près. L'idée, c'est de dépasser le j'aime pas. C'est-à-dire que cette programmation participative, ce n'est pas moi je veux ça, d'accord, on construit notre programmation. En fait, ces deux cas avaient pour point commun de faire une place très importante au débat, à l'exercice délibératif. Au fait d'exposer ses arguments aux autres et d'entrer en discussion, d'entrer en débat. Et finalement, au travers de cette expérience, non seulement a été produite une programmation commune qui dépassait juste la somme des propositions de chacun, mais en plus, c'est un exercice justement où il y a une recherche de qualité, et où chacun aussi développe son esprit critique, ses savoirs, voir ses savoir-faire au contact de cette expérience, et des rencontres avec des artistes, etc. Donc voilà, je pense vraiment que la question de l'exercice délibératif et du collectif est assez... peut être une clé, en tout cas, et qu'on retrouve aussi dans le cas présenté de Douarnenez, où finalement chacun avait aussi son mythe personnel sur cette histoire, et le fait d'avoir cet espace, de créer cet espace de rencontre de différents points de vue, c'est ça aussi qui permet de sortir d'une certaine uchronie. Voilà. Ces gens, c'est sûr, hein, on brasse pas
une représentativité sociologique de l'ensemble de la ville. On a ces gens qui se sont fédérés autour de nous, jeunes ou moins jeunes, et encore, il y a quand même une certaine diversité en fait, au final. Mais si je prends les plus actifs, les plus jeunes, entre guillemets, les jeunes actifs, ce sont des gens qui sont sur le marché du travail, mais qui sont très impliqués déjà dans le milieu associatif, culturel. C'est vrai qu'on est dans une ville où on a un tissu culturel tout à fait exceptionnel et une tradition en fait d'engagement personnel au service de différentes collectivités ou différentes communautés qui est notable, qui est j'allais dire ahurissant quelque part. Hein, voilà. Donc il y a cette tradition, cette solidarité qui existe déjà et cet attachement au territoire qui est viscéral. Et donc, voilà, je pense que dans l'étude de l'étude, justement, c'est un aspect qui est présent. Qui sont ces gens, entre guillemets, qui sont là. Beaucoup ont une activité professionnelle, d'une façon générale, parmi les jeunes actifs, et se sont impliqués. Alors, on les a interrogés à un moment donné sur leur motivation. Je l'ai dit tout à l'heure, il y avait certains, c'était de l'atavisme, c'est-à-dire ils savent qu'ils avaient une bistrotière dans la famille ou qu'ils étaient fils de marin, petit-fils de marin. Donc là, il y a l'attachement personnel au territoire ou à la thématique. Il y en a d'autres qui viennent complètement de l'extérieur, mais qui habitent cette ville et qui ont envie de la comprendre, parce qu'elle est difficile à saisir. Donc voilà, ils ont envie de connaître, ils ont envie de savoir pourquoi il y a cet état de fait, pourquoi voilà. Donc il y a forcément un attachement effectivement premier à l'enjeu. Et puis il y en a d'autres qui sont venus, comme je le disais, parce qu'ils voulaient comprendre, savoir comment on construisait une exposition. Il y a des gens qui se sont agglomérés aussi parce que, par simple amitié au départ, puis après, l'idée d'acquérir des connaissances. Et enfin, il y a une dernière partie qui est extrêmement importante et qui, aujourd'hui, a été une ramification du projet. Mais c'est une belle histoire, je crois. Il y a des gens qui sont venus parce qu'ils avaient une aspiration légitime, pour moi évidemment, à s'élever au-dessus, quelque part, de leurs conditions professionnelles actuelles, avec l'idée de toucher quelque chose dont ils ont finalement été écartés par le parcours de la vie, qui est cette motivation intellectuelle à participer à une aventure. Et là, j'ai un cas très concret d'aujourd'hui d'une femme de ménage qui vient toutes les semaines, tous les vendredis, son jour de congé, remplir une base de données au musée pour tout simplement documenter les archives de l'école de pêche. Voilà. Et elle le fait parce qu'elle m'a dit, parce que moi... j'ai un boulot de merde, quoi, voilà, grosso modo, et j'ai besoin de me nourrir, voilà, tout simplement. Alors, c'est un cas, c'est pas la majorité, etc., mais ça montre quand même que, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, le positionnement de l'institution, il est important par rapport à la population qui le porte, en fait, de ce côté-là. C'est pas forcément nourrir ces fantasmes, des fois c'est aller contre, leur montrer d'autres grilles de lecture, mais c'est surtout accompagner en fait tous ces gens-là qui sont prêts finalement à venir et qui ont envie de participer à une construction de quelque chose dans lequel ils sentent que ça leur permet de se dépasser, quoi. Voilà. Merci Kelly Kien. Je vous propose, alors on a tout le temps du déjeuner pour en parler. Je pense qu'il y a aussi certains des collègues des Champs Libres qui participent notamment aux démarches participatives des ateliers 4C, sans doute Manuel Moreau et Samuel Bosson, qui pourront au cours de l'échange vous parler justement comment on amène des personnes à s'engager, cette question du pouvoir d'agir. C'est aussi parce qu'en fait ça correspond à nos propres centres d'intérêt. Effectivement, si le musée il propose des choses que le musée a envie de faire et que ça ne correspond pas aux aspirations des personnes, c'est difficile de les mobiliser. Donc on se donne rendez-vous pour en parler au cocktail déjeunatoire et dans une salle qui est accessible depuis le hall des Champs Libres. Et puis on se retrouve ici pour reprendre sur un sujet très sérieux, le code de déontologie de l'ICOM et comment on va interagir avec les propos de ce matin avec Isabelle Anatole Gabriel de l'UNESCO et Johannes Beltz, membre d'EDCOM. Voilà, bon appétit à tous.